C'est un morceau un peu loose. On voulait faire un clip d'un mec qui vient de se faire larguer et qui est tout seul dans un club et qui danse tout seul. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Benjamin Diamond, c'est la voix qui a changé la house filtrée à la française, ce que l'on a appelé la French Touch dans les années 90. Cet auteur, compositeur, interprète et producteur a débuté comme chanteur dans des groupes de punk rock. Il se tourne vers l'électronique à la fin des années 1990 et devient mondialement connu en tant que voix de Stardust, le trio formé avec Thomas Bangalter et Alan Braxe. Ils signent ensemble en 1998 l'hymne Music Sounds Better With You. Le titre, coécrit par Diamond, s'impose dans les charts internationaux et reste un classique du genre. Ensemble, on retrace son parcours et l'incroyable histoire de ce titre, composé lors d'une séance de répétition. Porté par ce succès, Benjamin Diamond entame une carrière solo. Il sortira plusieurs albums et c'est à l'occasion de la réédition de son premier album, Strange Attitude, le vinyle est d'ailleurs à gagner sur notre compte Instagram et signé par Diamond lui-même, qu'il est aujourd'hui au micro de Melody Makers. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Salut Benjamin, quel est ton premier souvenir musical ? Tu t'en souviens ? Ouais, j'ai un souvenir d'enfance assez présent dans ma tête. Mon grand-père était producteur de musique brésilienne en fait. Il a dirigé les disques Philips au Brésil pendant presque 25 ans. Et j'ai un souvenir de répétition dans le sud de la France et je savais pas trop qui c'était en fait. Et j'ai un souvenir d'un salon, d'une maison avec du matériel et des gens qui jouaient. En fait, c'était Carlos Jobim. Voilà. Ah oui. Et donc carrément. Ouais, carrément ouais. Voilà. Je devais avoir 7-8 ans et c'est des choses qui restent, évidemment. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu écoutais adolescent ? J'ai écouté beaucoup de choses diverses et variées jusqu'au moment où en fait j'ai commencé à faire des groupes, voilà, et assez jeune en fait j'ai commencé à faire des groupes de musique plutôt bruitistes, on va dire, des trucs assez violents, beaucoup de hardcore. J'ai beaucoup écouté des trucs comme Minor Threat, Fugazi, beaucoup de noise. Ça allait de ce genre de musique à des choses un peu plus soul aussi, des trucs un peu plutôt avec beaucoup d'énergie en tout cas. C'est à ce moment-là que tu as commencé à faire de la musique. Ouais, j'ai commencé hyper jeune en fait, quand j'avais 13-14 ans, je m'ennuyais beaucoup chez moi et j'avais cette intuition que il serait peut-être possible de faire des choses dans la musique. Donc je suis allé comme tous les mômes à l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas internet, je suis allé dans les studios de répète et je répondais aux annonces en fait. Et assez vite j'ai été pris dans un groupe d'adultes et je répétais avec eux. On faisait des reprises des Cure, de Clash, des choses comme ça. Puis je répondais aussi aux petites annonces dans Best à l'époque, un magazine Best et Rock & Folk. Et c'était marrant, j'ai rencontré plein de gens comme ça à l'époque. Et j'ai donc commencé à faire des groupes comme ça. C'est comme ça que tu as fait tes premiers concerts finalement. En fait, j'ai eu plusieurs groupes divers et variés, mais il y en a un qui s'appelait Chickenpox, en fait, qui était un de mes premiers groupes, qui a été sérieux, on va dire. C'est-à-dire, on faisait des concerts, on partait en province faire des concerts, et donc je devais avoir peut-être 17 ans, quoi, 16-17 ans, voilà. Et donc je m'y tenais évidemment parce que j'étais au lycée, donc. C'était marrant parce que j'ai un souvenir comme ça où je crois que j'étais en 3e, quelque chose comme ça, et il y avait des affiches. J'étais à Edgar Quinet à Pigalle, et il y avait des affiches de mon groupe dans le quartier en fait. Et donc un jour je dis je sais pas, on fait une sortie scolaire et je dis aux gens ça c'est mon groupe. Donc personne me croyait en fait. C'est genre ils me disaient mais c'est pas toi ça, voilà. Et c'était assez rigolo. Il y avait un espèce de décalage un peu comme ça. Mais je pense que je devais être en 3e en fait, voilà, un truc comme ça. On est à la fin des années 80 là. Ouais, c'est ça, ouais, absolument. Et alors comment as-tu rencontré Alan Braxe et Thomas Bangalter ? Alan Braxe, je l'ai rencontré en pension. C'est-à-dire que donc après ces groupes
Et donc, une scolarité complètement bizarre. Mon père m'avait foutu en pension dans le sud de la France. Et il se trouve que j'ai rencontré Alan Braxe là-bas. Voilà. Et donc, on s'est liés d'amitié. On a commencé à faire de la musique ensemble, mais c'était absolument pas sérieux, en fait. Et puis, pendant un moment, on s'est pas revus. J'ai passé mon bac à Paris. Et puis, je sais plus pour quelle raison, par des hasards, vraiment, on s'est retrouvés. Et puis c'est lui qui m'a présenté Thomas, parce que lui il le connaissait déjà, mais à l'époque je crois même que l'album Homework était même pas sorti en fait, et on a commencé à se voir, aller dans des soirées ensemble, à traîner ensemble. On a rencontré à cette époque tout le monde en fait, mais c'était vraiment les prémices, et les Daft effectivement ont sorti un truc très très vite, mais j'ai un souvenir comme ça d'être allé à des soirées où on était tous là, il y avait Sven, Love, il y avait Thomas, Guiman, plein de gens, mais personne n'avait encore sorti quoi que ce soit en fait. Et puis on s'est perdu de vue en fait à un moment donné parce que je faisais autre chose. Et je suis avec Thomas en tout cas en l'occurrence, et on s'est recroisés un jour en bas de chez moi. Voilà, et c'était vraiment un hasard. Et je sais qu'ils étaient en train de répéter, ils travaillaient à Studio Plus. Et Thomas m'a dit, t'as qu'à passer au studio. Donc, et il répétait, en fait. Et donc, je suis passé au studio. Et puis, c'est comme ça qu'on a reconnecté. Alors, j'ai fait un épisode avec Alan Braxe qui m'a raconté que Music Sounds Better With You était né au cours d'une répétition. C'est-à-dire qu'à l'époque, Thomas, quand il me dit passe au studio, ils vont sortir Homework. Donc c'est en 95, je crois, ou en 96, un truc comme ça. Et là, Alain, je me rappelle, on avait un S950 Akai. On savait même pas comment s'en servir. Il était chez moi, je comprenais pas, ça me rendait fou. En fait, j'avais pas capté qu'il fallait brancher un clavier MIDI. Et donc Alain, effectivement, déjà à ce moment-là, je pense que lui, s'était engagé dans un truc où il voulait faire de la musique. Mais on n'avait jamais rien fait ensemble. Et c'est bien après où il a signé un maxi sur le label de Mangalter, sur Roulé, son premier maxi. Et ensuite, il m'a convoqué pour un live et venir faire des voix additionnelles. Bon, c'est comme ça qu'est né Stardust, en fait, vraiment. Mais là, ce dont je te parlais avant, c'était avant. Hein, c'était vraiment voilà, personne n'avait rien sorti de disque encore. Je me rappelle, j'ai un souvenir d'être allé chez Thomas, il m'avait fait écouter des maquettes de Round the World sur son Revox dans sa chambre. Donc voilà quoi. Donc vous êtes retrouvés en studio avec Alan Braxe et Thomas Bangalter pour préparer ce fameux live pour les soirées Hometown du Rex Club. Et en jammant tous les trois, finalement, vous avez envisagé de faire un morceau ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé. Absolument, ouais. Au départ, j'étais pas du tout. Il m'avait convoqué, mais pas du tout pour écrire un titre ensemble. Comme moi, je chantais et j'avais pas mal de. Enfin, j'étais assez capable de prendre le micro et d'essayer d'un peu d'haranguer la foule. Il m'avait dit, viens et puis je sais pas, on va essayer de faire un truc. Je pense qu'il avait envie de pas être seul. Et il se trouve que on s'est retrouvés dans le studio de Cris d'amour pour les répétitions. Lui, il répétait son live pour le Rex, pour la soirée Hometown. Et Thomas est passé, je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison. Et puis il est resté, et puis il a branché un synthé, puis on a commencé à jouer tous les trois, à faire une espèce de jam. Mais il n'y avait pas du tout Music Sounds Better With You encore. Hein. On était sur quelque chose de très hybride, quoi. Et c'est ensuite, après ce live, que Thomas nous a dit, venez au studio, en fait, et on va essayer de faire un morceau ensemble, quoi. On connaît la suite. Music Sounds Better With You, c'est devenu un tube planétaire. Pourquoi ne pas avoir essayé de renouveler l'aventure avec Stardust ? Parce que Stardust, c'est un seul titre, en fait. Je pense que il y avait plein de facteurs à l'époque qui ont fait que ça aurait pas pu être possible, d'une part parce que Thomas avait déjà sa carrière avec Daft Punk et que je pense que ça prenait beaucoup de temps, et puis d'autre part parce que c'était plus ou moins ce qu'on s'était dit. On s'était dit qu'on allait faire un one shot, mais on avait quand même une intuition. On a eu quand même une intuition, donc on a enregistré des titres en fait, en plus qui ne sont jamais sortis d'ailleurs, et dont je crois Thomas s'est servi peut-être éventuellement pour faire l'album suivant des Daft. Enfin, pas mal de choses. Mais moi je pense que Thomas a eu, à l'époque, voilà, on était vraiment, c'était une comment dire.
on était à la croisée des chemins, quoi. Et il a eu la bonne intuition, je pense, quoi qu'il arrive, d'aller dans une direction où c'était déjà amorcé, en fait, le projet Daft Punk. C'est-à-dire que là, si c'était engagé sur le projet avec nous, avec moi et Alain, ça aurait été beaucoup plus, je pense, c'était pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas de signature, même si on nous a proposé un énorme contrat. Et je pense qu'il a choisi la route qu'il devait faire, en fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'était comme ça, en fait. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai regretté parce que je pense que ça aurait pu être énorme, Stardust, mais il fallait faire un choix à un moment donné. Et il a bien fait, Thomas, de faire ce choix, je pense. Surtout qu'en plus, il n'était pas seul. Je pense que s'il avait été seul, ça aurait été différent. Mais comme il y avait Guy Manuel avec lui, bon, c'était un peu difficile compte tenu d'un contrat signé déjà. Enfin, il avait des obligations, je pense. Tu vois. On peut quand même se dire que Stardust aurait pu, entre guillemets, devenir Daft Punk si tous les trois vous aviez continué ce projet. Je sais pas. Oui, on peut pas refaire le monde avec des si, mais compte tenu effectivement du succès du premier single. Et puis surtout compte tenu de l'engouement qu'il y avait eu à l'époque chez Virgin, ils nous avaient proposé $1 million chacun. Enfin bon, il y avait un gros truc, quoi. C'était gros, quoi. Donc je pense que oui, ça aurait. Je sais pas si ça. On peut pas parler du futur dans le sens où voilà, on l'a pas vécu, mais en tout cas oui, ça aurait pu faire quelque chose forcément. Comment tu as eu l'idée d'écrire ces paroles? En fait, il y avait plus de textes au départ, hein, et on a vraiment réduit pour faire quelque chose de beaucoup plus tight, mais c'était une idée commune, en fait. À la base, c'était un peu un truc... En fait, c'est un morceau... c'est marrant parce que c'est un morceau un peu loose, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, au départ, on voulait faire un clip d'un mec qui vient de se faire larguer et qui est tout seul dans un club et qui danse tout seul. Et donc, c'était ça un peu le concept. Quand on a dit ça au label à Virgin, ils nous ont dit que c'était pas très vendeur, donc ils nous ont conseillé de faire un peu différemment, ce qu'on a fait évidemment. Mais au départ, ça racontait ça. Donc c'est la réflexion intérieure d'un mec qui vient de se faire larguer et qui a cette vision de se dire que finalement, quand il était avec son ex-copine. C'était plus adéquat, que la musique sonnait mieux avec elle, quoi. Voilà. Et ça s'est fait directement en studio Ouais, je crois qu'on l'a fait en studio, ouais, direct. Ouais. Après, ça a été réduit, il y avait beaucoup plus de textes. Et moi, je travaillais entre-temps, je bossais dans le ciné, j'étais assistant. Et pendant que je bossais, Alain et Thomas, ils étaient au studio pendant une semaine, ça a duré une semaine. Et donc, je crois qu'il y a eu un espèce de tunnel où ils trouvaient pas de solution parce qu'il y avait trop de textes. Enfin, c'était un peu bordélique. Et puis à un moment donné, ils ont gardé que ce mantra qui doit faire 4 phrases, je crois. Et donc moi, j'étais un peu choqué au départ, mais finalement, voilà, hein, c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Et puis, il y a ce sample de Chaka Khan qui est l'ossature du morceau, qui est un sample magique. Ouais, c'est intéressant. Ce qui m'a le plus fait de l'effet, la première fois que j'ai entendu la version terminée, il y a effectivement ce sample qui est super, mais c'est l'entrée du kick, quoi. C'est-à-dire, j'ai un souvenir d'avoir écouté ça, de m'être dit, waouh, c'est ouf quand ça rentre, quoi. Et pourtant, quand tu réécoutes aujourd'hui, 25 ans après, en termes de prod, c'est énorme, mais c'est pas du tout calibré, c'est hyper crado, ça sature. Enfin, tu vois, 25 ans après de travail en studio et tout ça, tu vois, si aujourd'hui on m'avait dit ça, j'aurais fait peut-être qu'on aurait bossé plus sur le mix, par exemple, ou des choses comme ça. Là, c'est quand même crade, c'est sale, c'est hyper, ça compresse à mort, ça sidechain de ouf. Donc, c'est marrant, quoi. Mais c'est surtout ça, en fait, qui m'a marqué, c'est cette entrée, en fait, quand ça rentre, quoi. Après l'intro, en fait. Et comment on vit un tel succès? Comment vous avez vécu ce succès phénoménal? Comment on l'a vécu? Très simplement, mais c'est vrai que ça satisfait toujours l'ego, et c'est assez délirant tout d'un coup. Il y a eu une période, surtout l'été 98, je crois, où vraiment
c'était partout. Donc, disons que c'est génial et à la fois c'est très curieux, quoi. De tout d'un coup s'entendre au supermarché, dans la rue, en voiture, c'est un peu déstabilisant. Mais tu te dis que quand même, voilà, moi c'était un des premiers titres que je sortais de manière officielle, et donc de s'entendre à la radio déjà, ça fait quelque chose. Voilà, c'est un peu tout ce que les musiciens disent. À un moment donné, voilà, tu dis bon bah en fait ça existe vraiment, quoi, c'est réel, quoi. Voilà. Mais au départ, c'est un peu irréel. Hein. De s'entendre partout, c'est très curieux, en fait. C'est ce qu'on fantasme. Quand tu te fais de la musique, tu te dis j'aimerais bien. Mais quand ça arrive vraiment, en vrai, à ce niveau-là, en plus, c'est... Voilà. Et je pense que c'est surtout... voilà, c'est un espèce d'instant T de l'époque, voilà, et que l'étincelle a été allumée par Thomas, qui à l'époque vraiment avait le mojo, quoi, avec Daft Punk et tout ça, et donc ça a explosé aussi grâce à ça, hein, faut pas, c'est grâce à lui, hein, aussi, hein, c'est sûr, c'est certain. Bon, c'est un ensemble, mais c'est quand même, voilà, cette étincelle, lui il a allumé, on va dire qu'il a allumé la mèche, quoi. J'aimerais maintenant que tu nous racontes la suite de ta carrière. Après ce raz-de-marée Stardust, tu as produit 3 albums solo, Strange Attitude en 2000, Out of Myself en 2005 et Cruise Control en 2009. Est-ce que tu peux nous décrire l'intention de ces 3 disques ? Le premier, c'est quelque chose d'assez frais, on va dire. C'est un disque que j'ai fait très rapidement. Et je pense que il a été reçu. Il y a des gens qui ont kiffé et d'autres qui ont détesté. C'était très bizarre. Il y a des gens qui trouvaient que c'était mal produit, tout ça. En fait, je trouve que c'était un disque fait un peu dans la hâte. En l'occurrence, que j'ai signé chez Sony à cette époque et qui voulait sortir rapidement parce qu'il voulait surfer évidemment sur le succès de Stardust. Oui, il y a eu du succès, ça a bien marché. Mais en fait, j'ai un peu subi, on va dire, les affres du music business, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu signé chez Sony Music, le DA qui m'avait signé là-bas, qui s'appelait Patrick David, est parti très rapidement. Donc je me suis retrouvé tout seul. Et j'aurais eu besoin effectivement que ce mec reste là et qui me drive un peu plus. Et pour moi, je pense que c'est un des plus réussis. Voilà, Out of Myself et Cruise Control, pour moi, c'est des disques intéressants, mais je pense que je suis pas. Disons que déjà, d'une part, je les ai fait en indé. Donc, moi, j'étais chez Sony pour Strange Attitude. Et il y a eu quand même une grosse exposition. J'ai vendu presque 300 000 albums. Enfin, ça, c'était très, très, très bien passé. Simplement, après, j'ai eu des dissensions chez Sony. Et je pense qu'une erreur, en fait, que j'ai pu faire à l'époque, c'est de partir de chez Sony. J'aurais peut-être dû rester chez Sony à l'époque et sortir un disque, un deuxième disque, puis un troisième là-bas. Parce qu'à l'époque, j'avais signé pour 5 albums quand même. Ce qui est quand même pas mal. Et j'en ai fait qu'un. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs en fait. Et c'est pas vraiment. Enfin, il y a des titres intéressants sur ces 2 albums suivants, mais disons que je renie pas ces disques, hein, mais ils ont été faits trop dans la. Je pense que j'étais pas trop là en fait. J'étais trop préoccupé par d'autres choses en fait. Et bon. Ce qui est étonnant, c'est que ton premier album est très house, quoi. Alors que les 2 suivants sont plutôt... Il y a un virage pop, quoi. C'est un regret ou pas ? Le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, en fait, j'en faisais qu'à ma tête, j'écoutais personne, et je pense que j'aurais dû écouter des gens, voilà. Et c'est la seule chose, voilà, j'étais un peu dans un tunnel, et voilà, artistiquement, je trouve que j'ai manqué un peu de DA, ce qui est extrêmement important, et donc j'étais capable de faire de la DA sur des artistes que j'avais signés sur mon label, mais pour moi, c'était un peu plus complexe. Voilà, et je pense que si j'avais eu de la DA à ce moment-là, d'une part, je me serais pas orienté sur ce côté un peu vraiment, comment dire, dans l'écriture, la pop, tout ça. C'est super, ça m'a appris des choses, mais j'ai l'impression de m'être perdu un peu dans ces albums-là, quoi. Et c'est comme si je me l'étais un peu trop raconté, mais à moi-même. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis capable de tout faire, en fait. Et en fait, je pense que dans la musique, il y a très peu de gens qui savent faire ça, en l'occurrence.
Voilà, c'est faisable, mais c'est plutôt des équipes, c'est-à-dire effectivement, toi t'écris, tu chantes, mais il y a la prod, il y a des réals, il y a des mixeurs. Sur Strange Attitude, sur Out of Myself et Cruise Control, j'ai presque tout fait en fait. Voilà, même jusqu'aux pochettes, en passant par le mix, bon, voilà. Tu es aussi ici pour parler de ton actualité. Tu ressors en vinyle ton premier album pour fêter ses 25 ans. C'est aussi une façon de revenir dans le game. Non ? C'est vrai que 25 ans après, ressortir l'album, remasterisé, il y a pas mal de gens qui me disent c'est cool en fait de réentendre ça. L'album est cool en fait, tu vois. Mais même moi qui l'avais pas réécouté, pas beaucoup en fait, je réécoute avec plaisir en fait des morceaux que je réécoutais plus du tout. Et finalement, c'est pas si rincé que ça en fait. Ça me fait pas le même effet que Stardust, mais c'est vrai que 25 ans après, tu réécoutes le disque. Ça va en fait. T'as des disques, tu les réécoutes quelques années après, c'est horrible quoi, en termes de production. Et là, ça va en fait. Donc je suis assez content de ça. Puis surtout, on a fait une pochette incroyable avec H5 qui a toujours été mon partenaire en termes de visuel. Ils ont fait un taf de maboule. Là, c'est super beau. Et je suis extrêmement content que ça ressorte. Oui, avec une référence à la pochette originale. Exactement. Ouais. Ouais. On a fait un picture disque. Enfin, c'est très beau, quoi. Là, le produit fini est génial, quoi. Et puis surtout, on a refait un mastering. On a remasterisé le disque 2025 avec Chab. Et c'est vraiment bien. Ça sonne super bien. Alors, je crois que c'est le moment de réécouter un ou deux morceaux de ce disque qui ont été des gros succès. Moi, il y a un morceau que j'aime bien, c'est Little Scare. Allez, on écoute un extrait. Bon, ça te permet aussi de montrer que t'es toujours là, quoi. Voilà, c'est aussi une manière d'être mis en lumière, parce que je me suis pas effacé toutes ces dernières années, mais j'ai fait d'autres choses en fait, et comme j'ai refait un album, c'est une manière dans ce marasme et dans cet océan de la musique en fait, d'exister un tout petit peu, voilà. Alors tu me disais tout à l'heure que Little Scare n'est jamais sorti en single en fait, c'est bien ça? À la sortie qui était prévue de Little Scare est sorti chez Barclay le morceau de Mojo qui s'appelait Lady. Et donc là, les mecs ils se sont dit on va se faire niquer dans le top entre guillemets. Ils voulaient pas se prendre un four, donc ils l'ont pas sorti à cause de ça, je crois. Et puis il y a un autre morceau qui a été un énorme tube aussi sur cet album Strange Attitude, c'est le titre In Your Arms. Allez, on écoute un extrait. When you put your arm slowly around me, I feel so clumsy. Do you remember first day? Il y a un sujet dont on n'a pas abordé encore, c'est tu as produit, tu as monté ton propre label, Diamond Tracks, où tu as produit énormément d'artistes. Qu'est-ce que tu as appris, cette expérience de producteur, finalement? Ouais, j'ai perdu plein d'argent. non, mais c'était cool. C'était une bonne expérience. C'était des années plutôt sympas, en fait. Ces années du label. Simplement, effectivement, ouais, c'est un métier rude. Et donc, il faut s'accrocher. C'est difficile, mais ça m'a appris énormément, ouais, ça m'a appris le métier. Ça m'a appris. J'ai travaillé avec plein d'artistes extrêmement cool. Et puis j'ai fini par fermer ce label parce que c'était plus rentable à un moment donné. Et puis il y a 2 ans, j'ai remonté une structure qui s'appelle TMS Record et sur lequel je republie cette version de Strange Attitude puisque j'ai récupéré les droits de chez Sony, et puis sur lequel je vais je suis en licence, mais sur lequel je vais sortir mon prochain album. Voilà. Ah oui, alors parle-nous justement de ce projet d'album,
C'est pour quand? Comment ça s'est fait, etc. Je vais sortir un album l'année prochaine où je suis revenu à des choses beaucoup plus basiques et puis surtout j'ai travaillé la DA, j'ai travaillé avec un producteur. Cette fois-ci, j'ai délégué la réal. C'est pas moi qui ai mixé. Il y a une vraie DA hyper chiadée sur ce projet. Donc voilà. Je pense que je suis revenu aux bases, et puis en l'occurrence, c'est plus, effectivement, ça va être quelque chose qui est plus dans une continuité, mais 25 ans après, de Strange Attitude, par exemple. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'ai recommencé à faire des projets musicaux. J'ai monté un projet qui s'appelait 72 sur la première sortie de mon label, qui a pas fonctionné. Puis derrière, je me suis mis un petit peu en branle sur un projet de groupe, voilà, qui s'appelait Phénomène. Et finalement, ce projet s'est pas fait, mais en fait, tous les titres une partie des titres qu'on avait commencé ensemble, je me suis dit, mais en fait, ça serait vraiment dommage de les laisser dans un tiroir ou dans un disque dur. Et donc, je me suis dit, je vais faire un album, en fait. Voilà. Je suis parti enregistrer le disque l'hiver dernier avec un producteur qui s'appelle Prinsley, en fait, qui produit Damso, qui produit beaucoup de musique de rap, en fait, mais qui voulait se donner un exercice un peu différent de musique électronique. Donc, on s'est très, très bien entendu. Et c'est assez moderne. C'est produit par un mec qui a 15 ans de moins que moi, qui a vraiment fait la réal sur ce disque, qui m'a refait chanter, qui a produit toutes mes maquettes. Et j'ai hâte de le sortir, en fait. T'as une date à nous donner? Au printemps 2026. Mais il y a un single, je pense, qui va sortir normalement soit en décembre, à la fin de l'année, là, ou début janvier. Voilà. Ça va dépendre c'est juste une question de timing, là. Et est-ce qu'on peut connaître le titre de ce nouvel album? Absolument, ça va s'appeler Dark Star. Je pense que les gens sont pas prêts, là. Vraiment. C'est le meilleur disque que j'ai jamais fait, en fait. Vraiment. Tout seul, en tout cas. Une dernière question. Si tu devais faire un feat ou une collaboration avec un artiste, ce serait lequel? J'aimerais bien travailler peut-être avec ce musicien qui s'appelle Thundercat, tu vois, qui a un bassiste incroyable, un musicien incroyable. Si je devais avoir une vraie ref avec qui faire un vrai feat, j'aimerais beaucoup bosser avec Anderson .Paak ou si possible avec Bruno Mars. Voilà. Ah oui, quand même. Ça serait cool. On te le souhaite. On espère que ça existera un jour. J'espère, on verra. Merci Benjamin Diamond. Je t'en prie. Et puis si vous voulez tenter votre chance pour gagner le vinyle de la réédition de Strange Attitude, allez sur le compte Instagram de Melody Makers et participez au jeu concours Bonne Chance. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.